Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et récits astronomiques seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2021. Une jolie barque lunaire sera contemplée le 4 et le 5. Vénus et la Lune en croissance se coucheront ensemble le 9. L'astéroïde Pallas passe à l'opposition le 11. Neptune passe à son tour à l'opposition le 14. Jupiter, Saturne et la Lune forment un beau triangle isocèle le 17 et en guise de rappel, parce qu'on a eu beaucoup de phénomènes mutuels pendant tout l'été, Europe projette son ombre sur Jupiter le 30. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie de l'émission et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Alors, on va reparler de Hubble. Il y a quelques mois, on avait parlé de Hubble, l'astronome. Aujourd'hui, on va parler de Hubble, le télescope spatial. On est à quelques semaines du lancement du remplaçant du télescope Hubble, le télescope spatial James Webb, dont vous faites l'écho de temps en temps dans les pages du magazine, sera lancé en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, allez, un petit retour sur la longue carrière du télescope Hubble, qui, rappelez-vous, a été lancé en 1990. Il orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 600 km. Et c'est l'astronome américain Spitzer qui a vraiment beaucoup travaillé à la création de ce télescope Hubble. Ça faisait longtemps, plusieurs décennies, que les Américains, comme d'autres, avaient dans l'idée de mettre dans l'espace un télescope de manière à s'affranchir de tous les problèmes liés à l'atmosphère terrestre. Et c'est depuis les années 40 qu'on évoquait cette possibilité. Et c'est vraiment à partir des années 1970, qu'un premier comité a été créé à la NASA en vue de lancer réellement un télescope spatial. Au final, le projet aura coûté environ 2 milliards de dollars américains. Et c'est un projet essentiellement supporté par la NASA, mais également en partie cofinancé par l'ESA. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, l'ESA bénéficie d'à peu près 15% de temps de télescope. Ce qui n'est pas rien, puisque cet instrument reste tout à fait opérationnel, même quelques décennies après son lancement. Son miroir est de 2,4 mètres de diamètre. Au début, quand on a commencé à réfléchir à l'envoi de ce télescope, on imaginait un miroir beaucoup plus important, d'au moins 3 mètres, mais on s'est rendu compte que les coûts allaient exploser. Ils explosaient déjà lors des premières études. Donc on s'est dit, allez, on met un miroir de 2,4 mètres, ce qui est quand même déjà pas mal. Et ça permet de donner des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc quand même. Et bien sûr, cet instrument permet d'observer dans l'infrarouge proche et aussi dans l'ultraviolet. Alors bien sûr, tout le monde a encore en tête, du moins les plus âgés des auditeurs, et j'en fais partie, on a tous en tête le problème qu'avait eu le télescope lors de son envoi, puisque les premières images étaient floues. Voilà, donc on s'est renvoyé la balle, les ingénieurs, les astronomes, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que les images étaient vraiment mauvaises. On faisait bien mieux avec les télescopes terrestres que le télescope spatial. Donc c'était un petit peu embêtant. Et on s'est rendu compte rapidement que le problème venait d'une aberration sphérique au niveau du miroir primaire. En gros, le miroir primaire était trop plat à sa périphérie d'environ 2 microns, et donc ce petit décalage résultait que les rayons réfléchis par le centre du miroir ne convergeaient pas au même point, et donc le télescope était tout flou. Et c'est seulement en 1993
qu'il a fallu aller réparer le télescope lors d'une mission qui a vraiment été un succès. On s'en rappelle aussi, à l'époque, c'était la navette américaine, les navettes américaines qui partaient pour porter secours au télescope, pour assurer aussi les différentes maintenances qui ont été programmées durant les années 90. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ce télescope, outre les problèmes des premières années, c'est les fabuleuses images qu'il a pu révéler déjà au grand public. Moi, j'ai souvent en tête les zooms de la nébuleuse M16 avec les piliers de la création, qui vraiment en 95, ça nous montrait vraiment que le télescope était au top de sa forme. Et puis sur le plan un peu plus de la recherche en astrophysique, on a quand même mesuré, on a affiné la mesure du taux d'expansion de l'univers. On a confirmé rapidement la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ça a permis également d'étayer toutes les théories liées à l'existence ou non d'ailleurs de la matière noire. Et puis à titre personnel, moi je me rappelle des images en 94 de la chute de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter, et ces images que beaucoup d'amateurs ont d'ailleurs pu voir en France. C'était au mois de juillet, si je ne me trompe pas, en juillet 94. Et donc, je me souviens que très vite, le télescope Hubble donnait des images fabuleuses de tous ces débris cométaires tombant sur Jupiter. Donc, le télescope sera bientôt remplacé. Mais je pense qu'on a un très bel héritage avec cet instrument. Et le télescope Hubble, aujourd'hui, quand on parle Hubble, les gens pensent au télescope, plus rarement à l'astronome. Et je pense que dans les décennies, voire les siècles à venir, ce télescope va rester une légende. Effectivement, il a révolutionné, il faut le dire aussi, la communication de l'astronomie, parce que ces images ont été très très largement partagées, elles continuent à l'être très très largement. Alors on passe maintenant aux événements célestes à observer depuis la Terre. Premier spectacle à ne pas manquer, une belle barque lunaire qui sera visible le 4 et le 5. Cyril, qu'est-ce que c'est qu'une barque lunaire ? Alors c'est plus fréquent de voir ces barques lunaires quand on part au niveau de l'équateur. C'est-à-dire que même c'est assez régulier. C'est-à-dire que c'est une des choses qu'on voit si on a la chance donc d'aller sous les tropiques, on va dire. C'est-à-dire qu'au moment du coucher ou du lever de la Lune, bien souvent, comme l'astre sur ces latitudes-là se lève perpendiculairement à l'horizon, souvent vous avez l'impression de voir le fin croissant de la Lune, donc au moins une fois par mois, qui est flottant, qui est en train de flotter sur l'océan. C'est ce qui va se passer donc le 4 septembre sous nos latitudes. Alors pas complètement bien flottant, on va dire qu'il est un petit peu, elle bouge un peu, il y a un peu de clapot, pardon. Et donc ça sera au lever de lune. Alors il va falloir être quand même sérieusement courageux, parce que le 4, la lune, elle se lève à 3h45 et le 5, elle se lève à 5h du matin. Dur. Donc ça va être rude, mais ça vaut le coup quand même. Et donc le 4, elle sera éclairée à 10%. Donc c'est déjà un beau petit croissant, un fin croissant. Et le 5 encore moins, donc à 4%. Donc ça va être un peu plus compliqué encore à observer. Là donc vous êtes donc levé de lune. Donc il va falloir avoir un horizon, si vous voulez la prendre en photo, plutôt dégagé. Donc lever de lune, ça veut dire que c'est l'horizon est. Donc il y a peu de chance normalement, à moins d'être sur le Cotentin peut-être, d'avoir le croissant de la Lune, donc la barque sur l'eau. En tout cas, une des photos qui est assez amusante, qui a déjà été faite, mais qui est toujours rigolote, c'était d'avoir donc ce fin croissant qui se détache sur un premier plan où vous avez peut-être des montagnes ou une colline avec des arbres après. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'avoir ce croissant qui flotte sur l'eau, donc en ombre chinoise, et juste à côté il y a les rives avec des arbres ou un plan comme ça. Il faut que ce premier plan soit assez loin. C'est-à-dire que là, il ne faut pas prendre la maison ou l'arbre qui est juste à 10 mètres de votre fenêtre. Il va falloir prendre quelque chose d'assez lointain pour que la mise au point soit identique à la fois sur la Lune et sur ce premier plan. En tout cas, c'est un beau challenge. Il faut juste être courageux parce que c'est avant 4 heures du matin.
Donc un peu dur pour une rentrée, mais pourquoi pas tenter cette photographie de la barque lunaire. Ce sera donc au choix le 4 ou le 5 septembre. Le 11, on passe à l'opposition de Pallas. Alors si j'ai bien retenu la leçon du mois dernier, une opposition c'est vraiment un moment favorable pour observer un objet dans le système solaire. Là c'est un astéroïde, Sébastien, c'est bien ça, Pallas, oui, petit objet. Oui. Tout petit objet, tout à fait dispensable. Mais effectivement, il passe à l'opposition. On va pas bouder notre plaisir. Donc, ce caillou, il a été découvert par Heinrich Olbers en 1802. Vous savez, celui du paradoxe de la nuit noire, dont on a déjà parlé à ce micro. Et c'est d'ailleurs ce même Olbers qui a découvert Vesta en 1807, qui est le deuxième plus gros astéroïde, puisque le principal, le plus gros, c'est Cérès, qui a été, rappelez-vous, découvert par Piazzi en 1801. Donc Pallas, voilà, on est vraiment dans les tout premiers astéroïdes découverts. Il se trouve donc dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il mesure en gros 500 km de diamètre. C'est un vilain patatoïde criblé de cratères. Il y a d'ailleurs une image du VLT qui montre d'ailleurs cet astéroïde qui ressemble comme de gouttes d'eau à une balle de golf. Et pour l'anecdote, Messier l'a observé le 6 avril 1779. Il l'a pris pour une étoile. Parce que c'est vrai que le déplacement, le mouvement angulaire de Pallas est extrêmement lent. Cet objet a une période orbitale de 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc son déplacement sur le fond étoilé est extrêmement lent. Et pour l'appréhender, eh bien déjà il va falloir utiliser un instrument d'observation, puisque la magnitude de notre engin, même en période favorable d'opposition, n'excède pas la magnitude 9, quoi. Donc il faut vraiment utiliser un télescope, et pour le situer, alors bien sûr vous avez tous les aides GoTo possibles imaginables, mais si vous voulez essayer de le repérer à l'ancienne, ce que je vous invite à faire évidemment, eh bien il faut viser quelque part dans la constellation des Poissons, qui est déjà rien qu'elle, cette constellation là c'est tout un poème. La constellation des Poissons, rappelez-vous, c'est ce grand V que l'on va trouver globalement sous le carré de Pégase. Là c'est déjà un petit peu plus intéressant, et surtout un peu plus haut au-dessus de l'horizon. Et donc Pallas se trouve à ce moment-là, lors de l'opposition, dans une des têtes des Poissons. Et au jour qui nous intéresse, à 4 heures du matin, l'objet va culminer à 45 degrés. Donc voilà, donc c'est vraiment une chance malgré tout. Il est assez haut, il faut tenter de l'observer donc avec un instrument. Vous ne verrez qu'un point dans le meilleur des cas. L'idéal serait donc d'essayer de le repérer sur plusieurs semaines consécutives pour tenter de percevoir son déplacement. Mais ça reste malgré tout, pour moi en tout cas, une observation assez anecdotique. Mais bon, tentez le coup. C'est pas si souvent qu'on peut voir Pallas. Et puis vous l'aurez vu. Et puis après vous passerez à autre chose. Voilà, exactement. Donc tentative d'observation de Pallas, c'est le 11 ou jamais. Le 14, on passe à Neptune. Neptune passe à l'opposition comme Saturne et Jupiter le mois dernier. Cyril, Neptune au télescope, est-ce que ça vaut le coup? Comment il faut s'y prendre? Bon, ça reste un défi quand même. C'est pas... C'est faisable. C'est pas Jupiter, c'est pas le mois Jupiter. dernier. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que ça se voit pas à l'œil nu déjà. Ça commence mal. Donc, il va falloir en plus trouver le bon endroit. Donc, la première des choses à faire, c'est avoir une carte de champ, c'est-à-dire que savoir exactement où est la planète par rapport aux autres étoiles et par rapport aux constellations même. Donc là, le meilleur système, c'est soit d'avoir un atlas du ciel, donc ça c'est plutôt un livre, soit de télécharger Stellarium, qui est un logiciel gratuit que vous installez sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous allez pouvoir savoir précisément où est la planète, et là je vous invite, parce qu'on est de nuit, à imprimer la carte, et plutôt sur un fond blanc, tant qu'à faire, c'est-à-dire avec des étoiles noires sur un fond blanc. Donc d'imprimer la carte de champ ou de récupérer la carte de champ, et à partir de là vous arriverez à plus facilement à pouvoir dire ce point-là, ce doit être peut-être éventuellement Neptune. Vous n'êtes pas très sûr de vous quand vous observez. Alors on n'est pas très sûr au début, mais rapidement on va être sûr. Alors pourquoi ça peut être un problème? Pourquoi petite? Souvenez-vous, c'est la dernière des planètes. Elle doit mettre plus de 160 ans pour faire un tour. Soit elle est en opposition, elle est au plus près, mais ça reste quand même loin. Donc c'est quelque chose de peu lumineux. Au télescope, là vous n'allez plus avoir
de doute, c'est au moment où vous allez commencer à grossir. C'est-à-dire qu'avec un grossissement de 100 fois, vous arrivez à voir que la planète a un diamètre apparent, c'est-à-dire que c'est plus c'est plus un petit point comme une étoile qui scintillerait dans tous les sens. C'est un petit disque, un tout petit disque qui est plutôt. Alors, on n'est jamais tous d'accord sur la colorimétrie avec nos yeux de nuit, etc. Donc moi, je la vois plutôt vert bleu, mais d'autres diront complètement bleu, d'autres plutôt complètement vert. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas rouge comme Mars. Ça, s'il y a aucun doute là-dessus. Donc ce que vous voyez en fait, ce bleu, c'est le méthane de l'atmosphère. Si vous avez un télescope de 250, certains, pas moi, ont vu Triton. Alors je ne sais pas si Sébastien peut-être a déjà vu un satellite de Neptune. Alors, ils étaient censés être dans l'oculaire quand on me les a présentés, mais honnêtement, je suis pas sûr de les avoir vus. Oui, c'est pareil pour moi alors. Donc ça, c'est pas gagné encore. En tout cas, ouais. La voir au moins une fois, ça vaut le coup. Déjà, c'est un défi de la trouver et c'est toujours sympa. Et on peut rappeler à propos de Neptune que Le Verrier l'a trouvé au bout de sa plume. Racontez-nous cette petite histoire, Sébastien. Ah d'accord, très bien. J'allais dire qu'il était incontestable que la couleur était bleue et pas verte. Ceux qui la voient verte doivent vraiment aller consulter très vite un ophtalmo. Ils ont vu Uranus en fait. Ils ont vu Uranus. Voilà, exactement. Oui, Urbain Le Verrier. Alors il y a une compétition en 1846. Alors il faut remonter un petit peu l'histoire. En 1781, Herschel découvre Uranus. Très vite, les mécaniciens célestes s'empressent de calculer les positions à venir d'Uranus et on se rend compte que malgré leurs efforts, Uranus, elle est rarement à l'endroit prévu par le calcul. Elle semble perturbée dans ses déplacements et donc assez vite, on imagine qu'un astre perturbateur, comme Cyril peut-être lors de certaines réunions dont j'ai souvenir, empêche finalement Uranus de tourner en rond, je ne sais pas. Et du coup, par le calcul, voilà, donc deux équipes, Urbain Le Verrier en France et Adams en Angleterre, vont par le calcul, vous le disiez David, découvrir finalement Neptune, et c'est Adams à Berlin, si j'ai bonne mémoire, qui va faire la première observation et confirmer par l'observation que les calculs de Le Verrier surtout étaient les bons, et donc c'est la première fois que par le calcul on découvre une planète, et c'est vraiment presque l'apothéose de la mécanique céleste. Là vraiment la théorie finalement permet de faire des découvertes incroyables, toujours confirmées par l'observation, mais voilà, là on est vraiment à une époque charnière quand même dans l'histoire de l'astronomie et de la mécanique céleste. Très bien, merci beaucoup pour cette petite anecdote. On passe à l'événement du 17, Jupiter, Saturne et la Lune qui forment un triangle au-dessus de l'horizon sud. C'est pas très haut dans le ciel, Sébastien, ça se contemple à l'œil nu pour la beauté du spectacle ? Oui, c'est ça. En plus, pas très tard, à 23h. Alors, le tout va se passer dans la constellation du Capricorne, extraordinaire constellation du Capricorne. Une constellation complètement anecdotique qui est complètement perdue entre le Verseau et le Sagittaire. Tout ça pour dire que grâce à ce rapprochement Jupiter-Lune-Saturne, on va pouvoir identifier enfin les étoiles du Capricorne. Ça aussi, vous pouvez le cocher, c'est fait. Ce qui est intéressant malgré tout, et pour être plus sérieux, c'est que la Lune donc, va se placer entre Jupiter et Saturne. À 23h, disais-je, la hauteur de Saturne, c'est 21 degrés. La Lune est à 18 degrés de hauteur et Jupiter à 24 degrés. Donc effectivement, c'est pas super haut, mais il faut relativiser. La hauteur de la Lune, 18 degrés, je vous rappelle que c'est la hauteur de culmination du Soleil à Paris à midi en hiver. Donc c'est quelque chose qui se trouve quand même, c'est assez visible au-dessus de l'horizon. Donc il faut quand même mesurer ce qu'est une hauteur d'astre. Mais voilà, ce trio est intéressant parce que encore une fois, ça permet de mettre les choses en perspective avec une histoire de plans. Au premier plan, la Lune, qui se trouve à peu près à 380 000 km de la Terre. Et puis, un peu plus loin, Jupiter. Encore plus loin, Saturne, à 1,5 milliard de kilomètres, un truc comme ça. Et puis, bien plus loin, les timides étoiles du Capricorne, qui, elles, sont à des années, à des centaines d'années-lumière de nous. Donc, voilà, ça permet de mettre en perspective les choses. Donc, si vous avez des amis avec vous, ou éventuellement des enfants, eh bien, vous pouvez, comme ça, vous amuser d'une part, à montrer qu'à l'œil nu, on voit ces corps célestes qui ne sont pas des étoiles. Je pense surtout à Saturne et à Jupiter qui, à l'œil nu, s'observeront bien sûr au cœur des grandes villes comme Paris, Cherbourg et les autres. Et puis voilà, parler de ces perspectives, de ces distances, de ces échelles de distance qui concernent notamment ces corps du système solaire. Très bien, merci beaucoup. On passe à l'événement donc du 30, le dernier de ce mois-ci. Europe va projeter son ombre sur Jupiter.
Cyril, à quelle heure cela se passe-t-il ? Alors ce sera à 22h06. À 22h06, vous allez voir l'ombre d'Europe sur Jupiter. C'est le début du phénomène en quelque sorte. Ça veut dire que vous allez voir une petite tache noire, toute petite, sur le contour donc de la planète. Alors pourquoi on a choisi, pourquoi cette date-là et cette heure-là ? Tout simplement parce que juste à côté de cette ombre, vous allez avoir la grande tache de Jupiter qui fait à peu près. Alors quand nous on était plus jeune, on nous disait, on l'a vu d'ailleurs, que ça faisait entre 3 et 4 diamètres de Terre. Alors maintenant, cet anticyclone est un peu plus petit, puisque je crois que ça doit faire un peu plus de 1 ou 1, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus petit. En tout cas, au moment du phénomène, la tache, elle est pile au centre de Jupiter, donc elle est sur le méridien, en train de nous regarder. Et ce phénomène, vous allez pouvoir l'observer en fait une bonne partie de la nuit, pendant quasiment 2 heures. Vous allez avoir la tache qui va se balader sur Jupiter. Ce qui est amusant aussi, c'est que là, c'est si vous avez un instrument, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la chance, c'est-à-dire que si vous avez un gros télescope, c'est qu'il y a aussi Europe qui est sur la planète. C'est-à-dire que vous allez aussi la voir sortir du contour de Jupiter. Et peut-être, alors je ne sais pas, moi j'ai jamais observé ça, mais peut-être qu'on peut l'observer sur la planète en fonction de l'endroit où elle est, en contraste, ça peut peut-être marcher. Quel instrument il faut d'ailleurs pour observer cette tache, cette ombre projetée sur la planète géante ? Alors, j'ai jamais observé en dessous d'un 20 cm, moi. Donc 20 cm, je sais que ça marche parfaitement. Au-dessus, ça marche encore mieux. Mais au moins, je sais pas, j'imagine qu'un 150, une très bonne lunette, ça doit marcher aussi. Mais en tout cas, un 200 mm, c'est recommandé pour cette observation. C'est vraiment parfait parce que ce qui est intéressant sur Jupiter, c'est de voir des détails dans les stries, dans les bandes nuageuses. C'est-à-dire que 200 mm, vous commencez à voir des sortes de petites vaguelettes. Vous voyez, donc vous allez voir cette tache. Le contour, ce qui est assez amusant, c'est que tout est un petit peu diffus sur la planète. C'est-à-dire que vous voyez ces bandes nuageuses, vous voyez le côté un petit peu brun donc sur ces stries. Et vous avez cette ombre qui est une ombre vraiment comme un tampon, c'est-à-dire qu'elle est vraiment coupée au ciseau. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de diffusion possible. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite mouche collée, une gommette à coller sur la planète avec des contours vraiment coupés au ciseau, quoi. Donc une observation à faire, ce sera le 30. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a d'autres phénomènes mutuels autour de Jupiter tout le mois de septembre. Je vous invite à les retrouver dans les pages de Ciel et Espace. C'est désormais l'heure de votre chronique photo, Cyril. Vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel ou à nous équiper. Je crois que ce mois-ci, vous allez nous parler d'équipement, c'est ça ? Oui, une fois de plus, mais alors d'équipement d'occasion, en quelque sorte. C'est-à-dire que le mois de septembre, cette année, il y a une grosse brocante photo qui est la foire de la photographie à Bièvre. Et puis, c'est le moment où il y a de nouveau tous les week-ends des brocantes à côté de chez vous. Alors, il faut quand même pas partir les mains dans les poches, donc en plus de son porte-monnaie, sûrement. C'est préférable d'avoir des piles avec vous. Des piles. Des piles. C'est assez étonnant, mais d'avoir toujours, dès que je vais à une brocante, j'ai toujours un tournevis et 4 piles LR6, 4 piles LR3, donc c'est les piles bâtons, mais à des formats différents. Alors pourquoi ça ? Parce que il y a de fortes chances qu'on vous tombiez sur un flash, donc il faut l'essayer. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur la frontale de vos rêves qui va vous servir à éclairer vos scènes, ou maintenant vous avez plein de petites lampes dans tous les sens, ou des guirlandes lumineuses. Donc ça vous permet d'essayer en fait le matériel avant de l'acheter pour quelques centimes ou quelques euros, mais c'est à bas coût à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces brocantes ? Bien sûr des appareils photo, ça peut être l'occasion de se remettre ou de se mettre à la photographie en argentique, c'est-à-dire qu'on trouve pas mal de boîtiers 6.6, les relais cordes, les relais flex, là on en trouve à l'appel souvent, alors pas forcément ces grandes marques, mais d'autres, donc c'est le moment de tester ça. On retrouve, et ça va bien faire rigoler Sébastien, les vieux boîtiers Olympus dont on rêvait quand on était enfant, toute la série OM1, OM10, etc. On va retrouver... J'ai encore les miens. J'irai à la brocante quand tu la feras. Non, je les vends pas.
On trouve aussi des agrandisseurs. Souvent, il y a des agrandisseurs sur les brocantes, ça arrive aussi. Et plus particulièrement, ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter un pied photo. C'est-à-dire que les pieds photos valent 10-20 euros maximum. Donc, c'est l'occasion d'avoir un pied photo solide, robuste, d'en avoir même un de plus, ça peut toujours servir. Ou justement un petit quand vous partez en vacances un peu plus loin, où vous avez besoin de limiter votre poids de bagage. On a compris que c'était l'instrument, enfin l'accessoire indispensable de l'astrophoto. Ah oui, le pied photo, et c'est bien, c'est-à-dire que c'est bien d'en avoir plusieurs même. C'est-à-dire d'en avoir un en carbone quand on va très loin en avion, d'en avoir un petit, un très très grand, avoir des systèmes qui s'accrochent, qui s'écartent dans tous les sens, c'est toujours intéressant. Alors il y a quand même des pièges sur les brocantes, c'est que souvent la vis photo est pas là. Donc c'est un moyen de négocier, hein. C'est un bon moyen de négocier. De temps en temps aussi, vous pouvez tomber sur des platines qui n'existent plus. C'est-à-dire que la platine n'est plus là, elle n'existe plus. Alors ça se fait facilement aux imprimantes 3D maintenant, hein. C'est assez facile. Et ça fonctionne bien. Vous pouvez trouver donc ces lampes, ces guirlandes qui vont décorer, vous allez pouvoir faire du light painting, j'en parlerai une prochaine fois. Et puis vous pouvez aussi trouver des télescopes, hein. C'est fréquent d'arriver à avoir des petites lunettes, des petits télescopes, des 115-900 qu'on avait enfant, on trouve régulièrement. Alors ils sont pas toujours complets, il faut faire un petit peu attention, il faut un peu s'y connaître. Et parfois on trouve des oculaires avec un piège, c'est que souvent c'est des oculaires de microscope, donc ils n'ont pas le même diamètre, il faut faire un petit peu attention. Donc en plus des piles, du tournevis, souvent il vous faut aussi une règle pour mesurer les différents diamètres. Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, que sais-je. Sébastien, qu'avez-vous choisi ce mois-ci ? Aujourd'hui, je vais parler des fichiers STL. Et ça fait un petit peu écho à ce que vient de dire Cyril quand il a parlé des choses que vous pouvez fabriquer avec les imprimantes 3D. Alors ce sont ces fameuses imprimantes 3D que tout le monde connaît, que l'on commence à trouver pour vraiment pas très cher, hein, pour quelques centaines d'euros, 150 euros, on peut commencer à en avoir. On peut également en disposer dans des Fab Labs. Je pense à la Cité des Sciences ou ailleurs. On trouve des Fab Labs partout en France où on a à disposition des imprimantes 3D. Donc d'une part, ces machines nous permettent de faire des vis qu'on aurait perdues, des molettes de serrage pour des télescopes, des platines pour les appareils photo ou les trépieds dont parlait Cyril il y a quelques instants. Et moi, ce que j'ai découvert, ce sont des pléthores de sites internet où on peut récupérer gratuitement, télécharger donc les fameux fichiers STL dont je parlais au début. Et donc, ce sont les fichiers qui vous permettent d'imprimer des objets en 3D. Et au niveau de l'astronomie, de l'astronautique, il y a des milliers, pour pas dire des millions de possibilités. Ça va des rovers martiens en passant par le buste de Gagarine, en passant par, Einstein qui joue aux échecs avec Hubble. Enfin voilà. Et vraiment, vous trouvez des trucs, parfois ça serait le surréaliste, mais c'est très drôle. Et surtout, vous pouvez vraiment vous faire des petites collections, voilà, d'objets antiques, de figurines en plastique, donc qui ne sortent pas des Kinder, mais qui sortent directement de votre imprimante 3D. Et c'est très bien fichu, c'est très bien résolu, ça coûte rien du tout. Et donc voilà, c'est un nouveau terrain de jeu pour ceux qui ont envie d'investir dans ce type de machine, donc les imprimantes 3D. Si dans votre coin il fait pas très beau, comme par chez moi, eh bien le soir, en attendant l'éclaircie qui vous permet d'observer, eh bien vous lancez l'imprimante et vous rêvez, voilà, avec ces petites figurines. Voilà, donc les fichiers STL. Allez voir les fichiers, ça va vous amuser et ça va peut-être vous encourager à acheter une imprimante du coup. On peut même fabriquer son télescope, hein. Je suis en train d'en fabriquer un, des morceaux de télescope, le porte-oculaire. Là, je viens de finir un porte-oculaire et vous le faites à votre idée. En impression. Et le miroir, ça marche comment du coup? Le miroir, faut l'avoir. Oui. Le miroir, non, il suffit de l'illuminer et peut-être qu'en faisant la lumière, tu illumines le truc. Mais bon, en tout cas, vous avez compris, voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Voilà. Très bien. Les fichiers STL, on s'en souviendra donc pour la pratique de l'astronomie ou pour s'amuser et décorer votre salon, pourquoi pas. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci? C'est encore un livre, donc c'est 2 fois de suite, pas de chance. Bon, enfin, ou tant mieux pour ceux qui aiment lire, on aime tous lire. Alors c'est un beau livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire que c'est un grand livre d'images, de photographies. C'est un livre qui a été fait par un photographe américain qui s'appelle Adam Woodworth, aux éditions Erol, et le livre s'appelle, le titre du livre, c'est Photographier le ciel nocturne.
Il habite pas n'importe où, ce photographe. Il habite au nord des États-Unis, sur la côte est, dans le Maine, à Lubeck. Et vous avez sans doute déjà vu ces photos. C'est-à-dire que c'est des photos où bien souvent il y a des phares multicolores, donc la Voie lactée, les phares qui éclairent dans tous les sens. Vous pouvez avoir même des algues ou des animaux luminescents dans l'eau. Il prend en photo par le dessus, etc. C'est un beau livre d'images, enfin un beau livre de photographie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très accessible et qu'il donne toutes les astuces. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez juste la photo où la personne va dire voilà les caractéristiques de la photo et ça s'arrête là. Là, vous avez à la fois la technique, c'est-à-dire comment il a pris sa photo. Il y a tout un chapitre sur la préparation. Il insiste sur la préparation, comment préparer, quel logiciel utiliser, comment imaginer l'image que vous allez fabriquer. Et puis, vous avez toute une partie sur le traitement où là, pareil, il vous explique complètement tout, les différents types de logiciels selon que vous soyez sur tel ou tel ordinateur. Et c'est assez passionnant, c'est simple à lire et puis vous avez au final plusieurs lectures. C'est-à-dire que vous avez la lecture simple qui est de regarder les images et de rêver. Et c'est que des paysages nocturnes, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une Jupiter plein cadre, une Saturne, c'est quasiment au grand angle à chaque fois, ou des panoramas. Il y a toute une partie sur les panoramas qui est rarement expliquée aussi. Donc je vous invite à feuilleter, à trouver ce livre et le lire aussi. Très bien, merci beaucoup pour ces coups de cœur. Les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci Cyril Birnbaum, merci Sébastien Fontaine pour vos précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace et à très bientôt pour un prochain podcast.